Alors, nous y revoilà. Bon, comment vous résumer tout ça? En 2013, afin de concurrencer le leader Marvel Disney, qui venait de tout exploser avec Avengers un an plus tôt, Warner Bros. Sort Man of Steel, premier film du DC Extended Universe. L'objectif est de lancer tout un tas de longs métrages connectés, tels que Batman v Superman, Suicide Squad, Wonder Woman et Justice League, afin de concurrencer le géant Marvel qui roule sur le box-office avec un rouleau compresseur. La Warner disait vouloir présenter des films sombres et matures au public, loin des super-héros édulcorés pour toute la famille que l'on peut trouver chez Disney. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu, allant de mal en pis, et ce, dès la sortie de leur deuxième film. Pourquoi ? Simplement parce que la version de Batman v Superman présentée au public en 2016 ne convainc pas les foules. Le film a été remonté au dernier moment pour durer une demi-heure de moins, rendant beaucoup d'éléments incohérents, en plus d'avoir été jugé trop sombre par le grand public qui n'était pas prêt à voir des super-héros aussi sérieux et torturés. La douche froide. Puis arrive Suicide Squad la même année, qui, malgré un score honorable au box-office, a fortement déplu vu qu'il s'agit globalement d'un monstre de Frankenstein entre film glauque et repompé des Gardiens de la Galaxie. En 2017 sort Wonder Woman, qui a été plutôt apprécié, bien que, et c'est mon sentiment personnel, le film n'a pas laissé une empreinte indélébile dans le souvenir des gens. C'était globalement osef, en plus de singer le style de Zack Snyder sur la plupart de ses séquences d'action. Puis débarque Justice League quelques mois plus tard, qui lui a été totalement modifié par le studio au dernier moment, à base de reshoot et de remontage horribles, dans le dos de son réalisateur Zack Snyder, qui avait quitté le tournage à la suite d'un drame familial. Ajoutez à cela un Superman immonde qui hante encore mes pires cauchemars, et un Batman capable de faire ça. Oh ouais, là c'est arrivé, ça saigne bien. Vous savez, nous ce qu'on voulait pour Batman, c'était vraiment de le rendre plus pathétique auprès du grand public. Vous savez, Batman c'est cette grande figure héroïque depuis des années, mais nous on voulait vraiment qu'il soit un peu le représentant des opprimés. Je pense qu'on a réussi à le faire. Et déjà là, tu pouvais sentir la douille pour le reste de la franchise. C'était perdu d'avance. Arrive donc Aquaman en 2018, que j'apprécie particulièrement, et qui reste à ce jour le seul film du DCEU ayant dépassé le milliard de recettes mondiales. Aquaman a été un succès commercial malgré une réception publique plutôt moyenne. En 2019, la Warner nous offre Shazam, une comédie adolescente qui est un film de Noël relativement passable, mais dont le reste est vraiment médiocre, de l'humour aux personnages, en passant par les scènes d'action, et ça, on est à peu près tous d'accord pour le dire. Birds of Prey arrive l'année suivante et confirme l'inscription de l'univers dans la comédie, avec une œuvre qui, prise en dehors de son contexte, est sympa à regarder avec de bonnes vannes, une histoire étonnamment bonne et quelques passages gore, mais... et c'est ça qui est con, l'immense majorité des gens ne sont juste pas allés le voir parce que sur le papier, il y avait vraiment rien d'alléchant. En 2021, arrive Wonder Woman 1984 qui sort en plein Covid en simultané au cinéma et sur HBO Max, ce qui a forcément entraîné une vague de téléchargement assez massive. Bravo Warner, bravo Warner, bravo Warner et merci. Merci beaucoup Warner. Le film n'a rapporté que très peu d'argent, mais cela ne m'attriste pas du tout vu que Wonder Woman 1984 était globalement à chier. Mais, cette même année, est arrivée la Snyder Cut, autrement dit la version de Justice League que Zack Snyder avait quasiment fini de tourner avant de quitter le projet. Et comment dire ? Ce film est un bijou, bordel de merde ! Je ne vais pas m'éterniser, mais cette version de Justice League est juste le meilleur film de super-héros ever pour moi. C'est à la fois sombre, épique, brutal, intelligent et poétique, tout en ayant une durée gargantuesquement généreuse de 4 heures. La Snyder Cut, c'est un chef-d'œuvre à mes yeux, et voilà tout. Ah. Le problème avec le DC Extended Universe, enfin le problème, il n'y en a pas qu'un, mais vous m'avez compris, c'est qu'il ne s'est pas tenu à sa direction initiale. Évidemment, je ne dis pas qu'il faut se fixer un truc et foncer tête baissée sans remettre ses idées en question, mais... là, vraiment, on a touché le fond du désintérêt tant les salles sont vides à la sortie de chaque nouveau film. À ce jour, il n'y a presque plus de rentabilité pour les films du DCEU alors qu'on parle d'un univers diablement riche en réalité. À la fin de la précédente vidéo, je m'étais arrêté sur une note d'espoir, avec le fait qu'au pire, même si leur univers partagé est raté, peut-être qu'au moins on aura de bons films indépendants qui fonctionnent. Et bah même ça on l'a pas eu. Car après avoir sorti 10 longs métrages à peu près aussi cohérents que se torcher avec un tract du RN en espérant avoir les fesses propres, la Warner a sorti 6 films, toujours dans le DCEU. Et vous savez quoi ? Ils n'ont rien appris de leur leçon. Avec l'échec des derniers projets, on aurait pu se dire que si. Mais non,
On arrive à un point où le studio fait toujours les pires choix possibles dans toutes les décisions qu'il prend. Et c'est à la fois très triste à regarder, mais aussi très drôle à analyser. Alors comme d'habitude, on va analyser les films un par un, prenez une canette, un paquet de chips. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'anatomie d'une chute, ou la fin de la tragique histoire du DC Extended Universe. Sorti en 2021 et réalisé par James Gunn, que vous connaissez pour Horribilis, Super, My Movie Project ou encore la trilogie des Gardiens de la Galaxie, The Suicide Squad et la suite directe du précédent film. Tiens donc, mais qu'est-ce qu'il fait ici le réalisateur de Marvel ? En 2018, des tweets polémiques ont refait surface dans lesquels Gunn fait des blagues sur le viol ou encore la pédophilie. Disney, vous vous en doutez, ayant vu ça, l'a immédiatement congédié pour qu'il soit récupéré quelques semaines plus tard par DC Comics, parce que chez Warner, on n'a pas d'idée, mais on espère quand même que ça marche. Sauf que, ironie du sort, ou passage à l'acte mal calculé de la part de Disney, à peine un an après avoir viré James Gunn, Disney le réengage, sûrement parce qu'ils ont vu que personne ne savait quoi faire des Gardiens de la Galaxie 3. Entre-temps, le réalisateur avait signé chez DC Comics, obligeant Marvel à repousser son projet de quelques années. The Suicide Squad, donc, nous raconte l'histoire de Rick Flag, Harley Quinn, Bloodsport et Peacemaker, qui sont engagés par Amanda Waller pour une mission dans laquelle elle aurait besoin d'un escadron suicide. Ah mais c'est de là que vient le titre! Pour mettre un terme au projet Starfish, l'équipe devra infiltrer le Corto Maltese, tuer ses dirigeants et venir à bout de Starro le Conquérant, une étoile de mer géante qui prévoit de dominer le monde. Of course! Ce film, je ne pense pas choquer en disant cela, est globalement réussi. L'écriture est nickel, avec un humour qui fonctionne souvent. Vous voulez que j'envoie 15 rats furieux forcer l'entrée de votre trou du cul? Ma réponse risque fort de vous surprendre. Des personnages attachants et une dramaturgie authentique et sincère. James Gunn, qui est au scénario, parvient à nous faire croire en ces losers ultra dangereux, tant ses dialogues sont ciselés pour être efficaces. De là où vous êtes, vous en voyez encore? Ils ont tué Milton. Il était toujours avec nous, Milton? Qui c'est Milton? Pardon? Donc il y avait un gars appelé Milton depuis le début à nos côtés. Exact! Ah lui, d'accord. Milton. Certains passages ne fonctionnent pas toujours, comme la mort de Rick Flag, mais globalement, le film se tient très bien dans ce mélange de tons, saupoudrant les passages de comédie par du drame. Sans oublier que The Suicide Squad dispose également d'une mise en scène de toute beauté, en témoigne ce premier plan très sophistiqué pour nous montrer une flaque de pisse. Habile. La baston sur la plage, qui est également très riche en termes d'idées visuelles, les panneaux de texte, qui s'affichent toujours de manière très organique, le combat entre Peacemaker et Bloodsport, vu à travers un casque, ou encore mon plan préféré, quand King Shark, doublé par Sylvester Stallone s'il vous plaît, laisse aller sa créativité. Oui, c'est gore, et ce n'est vraiment pas pour me déplaire. Et genre, je m'y attendais pas en voyant le projet arriver, vu qu'on a tous un souvenir éprouvant du premier film. Mais en réalité, The Suicide Squad est vraiment cool. Chaque membre du groupe a sa place et son moment de bravoure. Même les personnages secondaires de l'équipe brillent à un moment ou à un autre. Au secours! Non! Ce sont des minables. Au rancœur, oui, et encore, ça reste discutable, mais des minables quand même. Ils sont censés être les méchants les plus badass du DCEU, et malgré le fait que j'irai pas les provoquer, on est quand même loin de l'archétype du bad guy. Mais si toute la plage était couverte de bites et qu'on me disait de toutes les bouffer pour que la plage retrouve sa liberté, je dirais no problemo. Chaque moment stylé est presque systématiquement désamorcé par de l'humour. Et ce n'est pas comme chez Marvel où les vannes nous sortent du film. C'est bien le cul de l'Amérique. Là, ça fonctionne, car les vannes collent avec leur personnalité. J'adore ça, la pluie. C'est comme si une tripotée d'anges nous giclait dessus. On en vient à croire en ces personnages malgré la folie qui les caractérise. On croit en leur lien dysfonctionnel mais sincère, tant leur personnalité est marquée. Et à la fin, on se retrouve vraiment touché quand le groupe se soude et décide d'agir réellement en équipe. The Suicide Squad nous prend aussi beaucoup à contre-pied, balayant nos attentes et jouant avec nos représentations. Il multiplie les allers-retours dans le temps, en nous remontant des scènes via un autre point de vue, nous révèle que nos héros ont fait une erreur en décimant le groupe de résistants, ou encore élimine le président du Corto Maltese juste après qu'Harley Quinn ait couché avec lui.
Et pourtant, le fait qu'elle le shoote est totalement logique et en accord avec le personnage, vu qu'elle ne veut plus tomber sur un connard qui la fera souffrir, mais cela surprend le spectateur tant l'on passe d'un extrême à l'autre. Oui, niveau ton, on est totalement éloigné de l'ambiance initiale. Mais déjà, j'ai envie de vous dire que cette ambiance, on la retrouvera jamais, et puis... Merde, ça reste réussi quand bien même ça s'inscrit pas dans la lignée qu'avait le DCEU à la base. Tout le monde agit comme si la Justice League n'existait pas, comme si ce film était presque un stand-alone, ce qui fait qu'on en vient, naturellement et comme beaucoup d'autres films de super-héros, à se demander ce que foutent les autres quand on voit une telle menace existante. Bon, trouver des excuses bidons du genre « bah les autres ils avaient piscine », ça fonctionne rarement, mais j'ai du mal à imaginer Wonder Woman ou Superman ne pas se soucier de ce kaiju qui a pour projet de conquérir la Terre. Et ça, c'est valable pour tous les films dont nous allons parler aujourd'hui. À part ça, The Suicide Squad est vraiment cool. Je prends toujours beaucoup de plaisir à le voir. Il est corrosif et subversif à bien des égards, et je pense que c'est le film de super-héros dans lequel James Gunn s'est le plus amusé. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le recommande. C'est un super divertissement, à tel point que Gunn en a tiré une série spin-off sur le personnage de Peacemaker. Et non, il n'est pas mort. Il faut regarder les scènes post-génériques, les gars. Et pour ce qui est de la série, bah, je l'ai pas vu. Mais apparemment c'est cool. Il y a un caméo de la Justice League à la fin. Pour un budget de 185 millions de dollars, The Suicide Squad en a rapporté 840. C'est loin d'être un échec, mais c'est pas une immense réussite non plus. Et je le dis tout de suite, c'est le meilleur film dont nous allons parler dans cette vidéo. Ouais. À partir de maintenant, toutes les œuvres dont nous parlerons sont, au mieux, beaucoup moins bonnes, au pire, catastrophiques. Et le drame ne se fera pas attendre longtemps, car l'année suivante, la Warner a de nouveau sorti un film sur un méchant, mais celui-ci était bien moins réussi. Réalisé par Jolette Comet-Serra, Black Adam a une histoire de production particulière. Dès la mise en chantier du premier Shazam, un stand-alone sur son Némésis est aussi dans les tuyaux de la Warner afin que la rencontre entre héros et antagonistes soit plus épique vu qu'il aura été présenté dans son propre film. Il était même question que le personnage fasse un caméo dans Shazam et que ce dernier fasse un caméo dans Black Adam parce que chez Warner, on n'a pas d'idée mais on espère quand même que ça marche. Mais bien avant ça, un certain Dwayne Johnson a exprimé son désir d'incarner le super-vilain, et ce depuis 2007. Quand le projet est annoncé, la Warner le sélectionne directement dans le rôle. Mais alors que la pré-production avance bien, le film change de scénariste à plusieurs reprises. Le tournage est donc retardé, sans oublier la pandémie de Covid-19 ayant mis quasiment tout Hollywood à l'arrêt, ainsi que la tonne de reshoot qui fut nécessaire pour boucler le film. D'autre part, malgré le départ de Henry Cavill et Ben Affleck, il est annoncé que Superman fera son grand retour dans ce film en vue d'un futur combat contre Black Adam, voire, rêvons un peu, un retour au Snyderverse si jamais le public est au rendez-vous. Finalement sorti en 2022, voici Black Adam. Le film démarre quelques siècles auparavant et nous raconte l'histoire de Tet Adam, esclave de la ville de Kahndaq qui voit son enfant mourir sous ses yeux, se retrouve détenteur des pouvoirs de Shazam et finit enfermé. Libéré à notre époque, notre personnage principal se verra soumis à ses responsabilités qu'implique le fait d'avoir un grand pouvoir en libérant la ville aux côtés de la Justice Society, composée uniquement de super-héros dont on n'en a pas grand-chose à foutre. Il empêchera le méchant d'obtenir la couronne de Sabbac, ou plutôt il tuera le grand méchant qui a obtenu la couronne de Sabbac et finira par devenir Black Adam, le protecteur de Kahndaq. Attends, on n'était pas censé suivre un méchant ? Black Adam est l'un des projets les plus bâtards que j'ai vus de ma vie. Le film essaie tellement d'en faire trop de chaque côté qu'il ne va jamais réellement au bout d'une seule de ses idées. Genre, faire du personnage un anti-héros qui, oh là là, tue des gens, ça fonctionnerait dans un univers où la norme est de mettre des criminels en prison. Mais là, avec Batman qui tue à tour de bras, Wonder Woman qui s'est fait beaucoup d'Allemands, ou encore Flash qui élimine les paradémons en super vitesse, j'ai envie de leur proposer d'aller cordialement niquer leur mère à la Warner. Alors ok, un contraste avec la Justice Society qui, eux, ne tuent pas est mis en avant. Mais c'est qui ces clampins ? C'est quoi leur légitimité ? Al Rothstein, le neveu du premier Atom Smasher. Il a hérité des pouvoirs de son oncle. Mais ferme ta gueule, je m'en bats les couilles. Je le connais même pas, ton oncle, on en a jamais parlé. Si vous voulez faire un méchant qui devient gentil, bon, idée à moitié merdique, mais admettons. Si vous voulez faire un méchant qui devient gentil, faites d'abord un vrai méchant. Vous avez jamais entendu parler de Vegeta, Loki, le T-800 ? Tous ont été présentés comme full méchants pour ensuite se ranger du côté du bien. Oui, alors, Black Adam.
Ah ben vous savez, Black Adam, c'est vraiment un méchant emblématique de l'univers d'ici, mais nous, on voulait qu'il soit perçu un peu différemment par le public, pour pas que ça soit toujours trop la même version et surtout ennuyeux pour eux. On voulait vraiment, tester des choses. Et je pense qu'on a réussi à le faire. Mais je pense que l'ego de Dwayne Johnson y est pour quelque chose, lui qui depuis quelques années ne souhaite que se donner le bon rôle dans tous les choix artistiques de sa carrière. Ouais, je l'aime pas énormément ce mec. Continuons en parlant des visuels de ce film qui sont très contrastés. Alors déjà, Black Adam use d'une lentille anamorphique vraiment dégueulasse qui m'a sorti du film à plusieurs reprises. C'est horrible. Au niveau des lumières, d'un côté on peut avoir des éclairages très bons et désaturés qu'on retrouvait chez Snyder, et de l'autre des pleins phares sans personnalité avec des effets spéciaux affreux. Je me demande quand Hollywood comprendra qu'avoir une lumière subtile cache les imperfections des effets visuels. Enfin je sais pas, ils ont jamais vu Alien ou Jurassic Park ? En réalité, le début de ce film est plutôt sympa. Ça va un peu vite et le background est vachement survolé, mais c'est sympa. En revanche, passé le flashback d'introduction, le film nous balance un gamin en skateboard essayant d'être classe. Alors, au-delà du fait qu'un môme en skateboard c'est plus classe depuis Retour vers le futur, ça fait quand même 35 ans, ce long métrage va multiplier les tentatives de se montrer stylé et dans le coup, sans succès. Sans oublier l'humour du film qui est, pour le coup, parfois maîtrisé. J'imagine qu'il n'y avait pas de porte à votre époque? Bien sûr que si, comment vous croyez qu'on entrait? Parfois totalement à côté. Mais s'il y a une chose qui m'énerve dans ce film, c'est le fait qu'on l'ait déjà vu. Outre la relation entre Black Adam et le gamin qui est une ressucée de Terminator 2... Et il vous faut aussi une phrase qui claque. Je veux parler d'une réplique bien badass que vous pouvez balancer juste avant de fumer un mec, par exemple. on te refait du Black Panther, du Ant-Man, du Dark Knight... Relâchez cet enfant. Comme vous voudrez. Ou encore du Spider-Man. Les pouvoirs dont j'ai hérité n'ont pas été un don, mais une malédiction. Non putain, non! Tu peux pas faire ça en 2022 à une époque où tout le monde connaît ces films, avec un méchant en CGI dégueulasse, un Black Adam qui n'a aucune conviction... Ils veulent seulement parler. Qu'ils parlent. Je ne les écouterai pas. A few moments later. J'écouterai ce qu'ils ont à me dire, mais s'ils choisissent de lutter, ils choisissent de mourir. Des personnages secondaires entre caricatures et crachats au visage qui se baladent en Scooby-Van, et le caméo de Henry Cavill qui nous montre juste que Superman est devenu la pute d'Amanda Waller. Ça fait beaucoup là, non? Non? Pour un budget de 260 millions de $, Black Adam en a rapporté 392. Autrement dit, il a pas fait un score de ouf, malgré la surabondance de marketing de la part de son acteur principal. Tenez, ils ont même mis Black Adam en scène post-crédit du film Crypto le super chien, et dans un comics, ils ont fait en sorte que toute la Justice League chope l'intégralité de ses pouvoirs. Résultat, un échec. Alors avec tout ça, vous pouvez oublier le retour au Snyderverse et le combat épique qui opposera Superman et Black Adam. Alors que Snyder essaye de rassembler des adeptes pour faire pression, sans réel succès, la Warner prépare déjà la sortie de son prochain film, Shazam, la colère des dieux. Après avoir annulé Wonder Woman 3, au vu des faibles entrées du dernier volet qui était sorti à la fois en salle et sur internet, je vous le rappelle, quelle bande de génie, la Warner annule également la sortie de Batgirl réalisée par Adil et Bilal afin de récupérer quelques millions de crédits d'impôt alors qu'il était déjà tourné et que ça aurait pu être un très bon film. Des génies, je vous dis. Après cela, le studio sort la suite de Shazam en 2023 qui est toujours réalisée par David F. Sandberg. Exception qui confirme la règle, Shazam 2 est l'un des rares films du DCEU à ne pas avoir eu de production catastrophique. Le premier film a fonctionné correctement, donc on prend les mêmes et on recommence. Après, bon, on pourrait parler de ce gros con de Zachary Levi qui en 2020 a déclaré que les fans réclamant la Snyder Cut sont des enfants gâtés qui veulent voir un film qui n'existe pas, mais également, lors de la promo, il a soutenu que Shazam 2 était bien plus grandiose que John Wick 4. Je vous laisse en juger par vous-même. Shazam, la colère des dieux, nous raconte l'arrivée de déesses qui débarquent sur Terre avec pour objectif... What? Mais c'est quoi ça? Lucy Liu est la mère de Jason Statham en méchante? Et elle, on va les suivre pendant 2 heures? Mais j'ai pas envie en fait. Calypso et Hespera, 2 déesses qui débarquent sur Terre avec pour objectif de dominer le monde. Bien sûr! Elles tenteront de s'emparer du gourdin du sorcier, renfermant un immense pouvoir. Billy Batson aura donc besoin de l'aide de toute sa famille pour pouvoir les battre. Bon, et sans surprise,
Shazam, la colère des dieux, c'est de la merde. Oui. La première chose que je peux vous dire, c'est que mon cerveau, bien qu'imparfait, a directement utilisé ses défenses pour me protéger en me faisant oublier ce film 1 heure à peine après l'avoir vu. C'est un mauvais film, pas drôle, sans fondement, sans personnage intéressant et sans enjeu. On passe une bonne moitié du métrage à nous dire que ce groupe de gamins n'est pas légitime de posséder les pouvoirs du sorcier, alors qu'on a passé tout le premier film à nous expliquer le contraire. Mais bon, là j'avoue que nous avons vraiment des raisons de douter. C'est pas comme si le sorcier m'avait fait un tuto sur tout ça. Il m'a même pas dit mon nom de super-héros. On peut pas dire que je me donne pas de mal. Mais là, j'ai vraiment besoin de vos lumières. J'ai transmis mes pouvoirs à des enfants qui les ont gaspillés. Oui ou non? Non, la réponse est non, car il faudrait être bête pour doter des gamins de pouvoirs primordiaux de caractère divin. Mais oui, putain, mais bien sûr, enfin! Je veux bien que le film tente d'installer des difficultés pour le second volet. C'est logique. Mais là, ça n'a aucun sens. Ou en tout cas, c'est totalement contre-productif, car on en revient au statu quo du 1. Vous vous rappelez d'Iron Man 2? Bah pareil! Bon, à part ça, on a Shazam qui, pendant un superbe placement de produit, parle de Fast and Furious à un personnage de Fast and Furious. Oui, car quand je disais que c'est la mère de Jason Statham, bah c'est pas dans la vraie vie véritable, hein. Il faut suivre. Également, on a Antea, 3ème déesse du film, qui a besoin d'une ville entière pour se protéger d'un éclair. D'ailleurs, il s'agit d'un des seuls passages un peu classe, quand notre héros, qui se cache derrière une voiture, ne subit aucun dégât. Oui, j'adore la logique. Oh, et puis cette scène d'amour avec Freddy là, mais c'est horrible, je vous jure. J'avais pas vu aussi niais et cliché depuis High School Musical. Et d'où une déesse immortelle est attirée par un lycéen de 17 ans. Héros. Héroïne. Nique ta mère. Et si on ajoute à ça des CGI franchement dégueulasses, un humour affreux... Il s'agit d'empêcher l'écroulement du pont. Le pont Benjamin Franklin s'est écroulé. Une ambiance visuelle qui se la joue un peu Harry Potter et des clichés aussi vieux que les années 80... La liste des défauts de ce film de merde commence à être un peu longue. Non mais cette scène-là, il y a vraiment un mec dans les bureaux de Warner qui a validé ça? Ah, ouais. So yeah, Wonder Woman. Bon, vous savez, Wonder Woman, bah, en ce moment tout le monde l'aime, hein, et j'en suis très content, même si je comprends pas, Gal Gadot elle joue bizarrement, enfin bref. On vit dans un monde où tout le monde veut son caméo, même George Clooney en Batman. Bon, nous on voulait vraiment prendre le contre-pied de ça, on voulait vraiment qu'elle ne soit pas dans le film, on voulait faire un faux caméo pour que tous les fans vraiment soient déçus, mais quand même avec cette fameuse guitare légendaire. Parce que pourquoi pas? Et ouais, je pense qu'on a vraiment réussi à le faire. On est quand même dans un film où des super-héros possédant des pouvoirs incroyables arrivent à se faire bolos par des câbles électriques. On en est là. Je peux même pas tout vous lister tellement ce film est de mauvais goût. Rassemblement dans le char d'assaut! Dans le char d'assaut? Ça s'appelle un Scooby Van, la putain de vorace. Ils ont quoi avec les teams qui se déplacent en minivan dans le DCEU là? Remarque, on est presque sur un remake de Scooby-Doo. Il manque juste le blanc friqué et on y est. Ok, de ce que je vois, y a pas que Black Adam qui tue dans cet univers. D'ailleurs, le sorcier suprême, il est au courant que Black Adam est revenu? Personne ne s'en inquiète? Non, parce que si même Amanda Waller connaît son existence, vous imaginez bien que le type dont le principal boulot est de manager les porteurs des pouvoirs de Shazam, il doit déjà avoir l'information de comme quoi il est libéré, non? Bref, Shazam 2 est vraiment terrible à regarder. Le premier volet avait un petit côté sympathique, film de Noël, il apportait de véritables questionnements sur la famille de sang, la famille de cœur, l'acceptation des différences et le fait que si on y croit suffisamment fort, tout est possible. Dans le deuxième film, il n'y a même pas la moitié de ça. Même pas de bonnes bastons, même pas de bonnes vannes. Oh, j'exagère, il y en a une, la voici. Lettre, écrire une lettre. Non, 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 non. Je pensais à voix haute, c'est pas à mettre dans la lettre. Ça aussi tu chiffonnes. Mais c'est la seule! Tout le reste est à foutre chiotte! Pour un budget de 125 millions de dollars, Shazam, la colère des dieux, en a à peine remporté 134. Est-ce que vous vous rendez compte de la portée de cet échec? Mais c'est normal. Qui était hypé par ce film, honnêtement? Personne!
Cet échec était prévisible dès l'annonce du projet, comme quoi peut-être que les problèmes de production auraient pu questionner la pertinence de Shazam 2. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du remue-ménage chez la Warner. Son PDG est limogé, on annule Batgirl et on envisage un nouvel univers DC Comics reprenant toutes les histoires de zéro vu les échecs des 2 derniers projets. Cet univers serait chapeauté par James Gunn dont le premier film, Superman, devrait arriver courant 2025. Sauf que certains projets sont encore en cours de production chez Warner et tout annuler serait une perte d'argent. Ils l'ont fait avec Batgirl mais n'allaient pas tout jeter à la poubelle. Donc autant les sortir tout en informant le public que ces histoires ne mèneront à rien. Et le premier dans ce cas, c'est The Flash. La production de ce film fut un véritable bordel. Annoncé en 2017 pour une potentielle sortie en 2020, The Flash aura connu des tonnes de changements. Même dans ma première vidéo de cette trilogie qui date de 2018, j'émettais des doutes sur la sortie du film. L'idée de base était de faire un film adapté de Flashpoint Paradox afin de rebooter l'univers du DCEU. En effet, la rumeur court comme quoi Zack Snyder ne voulait pas que ses acteurs s'enferment dans un rôle et aurait eu pour projet de modifier le casting entier de la Justice League après la sortie de The Flash. Et ce film a eu un nombre incalculable de réécritures car après le départ de Snyder, personne ne savait quoi faire avec un tel projet. Qu'à cela ne tienne, les producteurs ont alors décidé de faire revenir des personnages bien connus des fans, espérant provoquer la même effervescence qu'à la sortie d'un certain Spider-Man No Way Home, où le retour des anciens héros avait cartonné. Alors désolé Negan, mais t'es plus dans l'équation. Martha. Et au lieu de ça, on rappelle Michael Keaton, Ben Affleck et Jason Momoa, histoire de vendre ce film Flash sur d'autres personnages de l'univers, car chez Warner, on n'a pas d'idée, mais on espère quand même que ça marche. Et pour enfoncer le clou, nous avons l'acteur de Barry Allen, Ezra Miller, qui a été pris en possession d'armes à feu, s'est introduit chez des particuliers et a même kidnappé des gosses. Mais il n'a pas été recasté. Bref, je vous fais pas la liste complète, je vous renvoie à la vidéo du frérot El Manitou, mais ce film est arrivé dans nos salles sans que personne ne comprenne ce qu'il foutait là. Et en plus, je fais un caméo dedans. Pas dans le film, hein, mais dans la vidéo. Dis-moi, est-ce qu'il t'arrive de saigner? Quoi? Ça viendra. Yo, c'est Boomster en plein montage, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous dire qui a réalisé The Flash. Il s'agit de Andy Muschietti. Andy Muschietti qui avait réalisé les 2 films ça, que personnellement je trouve très cool, mais là, sa réalisation sur le film, elle est vraiment osef. Le mec n'apporte littéralement aucune personnalité à ses plans, et puis de toute façon, il a accepté de faire le projet juste parce qu'il y avait Bat Keaton dedans. Voilà. C'était une petite précision qu'il fallait faire, je m'arrête là, et je vous laisse avec le Boomster du passé. The Flash, sorti en 2023, nous raconte l'histoire de Barry Allen qui espère prouver l'innocence de son père au sujet du meurtre de sa mère. Il finit par remonter le temps à l'aide de sa super vitesse, mais arrive dans un passé parallèle où les Kryptoniens de Man of Steel envahissent la Terre sans personne pour les arrêter. Avec l'aide de Bat Keaton et de Supergirl, ils arriveront à empêcher cette invasion et une fois de retour chez lui, notre héros arrivera à faire innocenter son père. J'ai pas envie de perdre de temps, je vais simplement et directement vous expliquer pourquoi ce film est une merde. J'ai l'impression de me répéter là. C'est difficile de savoir par où commencer tellement rien ne va dans The Flash, mais putain, qu'est-ce que c'est moche? C'est quoi ces effets spéciaux? C'est quoi ce Batman censé avoir la soixantaine qui se bastonne comme Black Panther? Et bordel de merde, c'est quoi ces bébés du diable? Non, blague à part, la manière de représenter la super vitesse au cinéma, on commence à savoir faire. On a eu les Indestructibles, X-Men, Sonic et même la putain de série Flash de la CW avant. Ça veut dire qu'on sait qu'il est possible de produire un réel sentiment de vitesse. Et là c'est quoi ce truc? Ça ressemble à rien. Le mec avance au ralenti dans un décor qui défile à toute vitesse. Ça peut fonctionner pour un money shot mais pas pendant un film de plus de 2 heures, ta race. Et on peut aussi parler de l'humour, omniprésent. Il y a des vannes foireuses de partout sans qu'on les voit venir. C'est un boucaquet non consenti, le bordel! Rien que sur le titre du film, il y a une vanne. Soit le moment où t'es censé adhérer au film. Ça pourrait marcher dans une comédie, je dis pas. Mais là, ça donne directement le ton de The Flash, avec son héros qui meurt de faim et va donc demander s'il peut taxer la sucrerie d'une gamine. Enfin bref, ça n'a aucun sens. Et vas-y que Flash s'ébouriffe comme un chien. Et vas-y que Barry du passé rigole comme un golemon. C'est bon? Ouais.
Et vas-y que je te fais des vannes de niche sur Retour vers le futur que seuls les trentenaires cinéphiles vont comprendre. Et vas-y que le Chevalier Noir donne le fond de sa pensée. Le lasso de vérité. Je viens de donner tout mon argent. Pour éradiquer le crime, je devrais combattre la pauvreté. Ce qui n'a aucun sens, putain, parce que Batman, au fond de lui, il est convaincu du bien de ses actions. Oh, hi. Ah, salut. Yes, so, Ouais, bon. you know, Bah, Batman is a very, comme vous like, savez, Batman, c'est un personnage vraiment important depuis bientôt 80 ans maintenant. Donc vous savez, pour nous, pour DC, pour Warner, c'était vraiment important de faire absolument tout le contraire de ce qu'il doit être. On voulait qu'il soit vraiment absolument différent de ce qu'il est d'habitude. Ouais, je pense qu'on a vraiment plutôt bien réussi. Le film, on l'a fait avec beaucoup d'humour. Les gens l'ont trouvé très marrant. Il est très très drôle. Les gens se sont tapés des barres. Non, franchement, je pense qu'on a réussi à le faire. Ouais, it was cool DC, ouais. Et si seulement c'était tout! On peut également parler des effets spéciaux qui sont vraiment dégueulasses, et les gars du marketing ont dit non mais c'est parce que ça représente la vision de Flash en super vitesse, c'est normal que ce soit pas beau, alors explique-moi ça, hein! Comment tu peux me l'expliquer ça? C'est dégueulasse et pourtant c'est pas Flash qui va à la super vitesse! Sombre bande de connards! Vous avez eu le temps de le terminer ce film, vous avez eu le temps, et vous aurez beau payer le tout Hollywood pour qu'ils disent du bien de vos productions, moi vous me baiserez pas. Ce que vous avez sorti est ni fait ni à faire avec des rendus qui sont indigne de la PlayStation 4. Mais vous espériez quoi, Warner? Vraiment, vous espériez quoi? No Way Home, je suis désolé, mais même si ça n'a pas beaucoup de sens quand tu y réfléchis un peu, au moins ils ont un film visuellement présentable. Franchement, Warner, vous me dégoûtez. Faut aussi que je vous parle de la morale de l'histoire, qui n'a aucun sens, parce que Barry, qui veut faire innocenter son père, entend ça à tour de bras. Il faut que tu arrêtes de vivre dans le passé. Mais un problème, ça n'a pas toujours de solution. Il faut parfois savoir renoncer. À la fin du film, son père n'est finalement plus poursuivi et notre héros a réussi sa quête. Bon, outre le fait qu'il y avait 1000 autres manières de l'innocenter, genre le ticket de caisse, le fait que les fringues du père correspondent avec les images de télésurveillance, ou juste le témoignage de Barry qu'il a littéralement vu rentrer, on te dit que le passé doit rester tel quel, tout en le modifiant quand même à la fin en déplaçant les boîtes de tomates. Y'a que moi qui vois le souci, là? On te dit une chose et son contraire dans le même récit. Sans oublier que dire qu'il faut oublier le passé dans un film qui base sa com sur la présence d'icônes du passé, je sais pas si c'est crédible. Je crois pas. Et puis, pourquoi Barry il ne cherche pas qui a tué sa mère? C'est pas du tout évoqué. Bref, en repensant au film, je me suis fait une autre fin dans ma tête et je me suis dit que j'allais vous la partager. De toute façon, c'est ma chaîne, t'as pas le choix. Si Barry jeune, apprenant la mort de sa mère, avait totalement vrillé et était devenu le boss final du film, ça aurait nettement mieux fonctionné. Ce personnage, innocent, candide et méga relou, qui devient l'antagoniste du film, ça aurait envoyé du pâté et surpris tout le monde. La morale du film sur le passé aurait résonné en écho, et Barry vieux aurait finalement fait comprendre à Barry jeune qu'il faut laisser partir les choses, quand bien même on pense pouvoir les récupérer. Ça aurait été beau, bordel de merde. Et ça nous aurait fait un meilleur combat final que cette immondice encore plus fade que l'aéroport de Civil War, où les Kryptoniens se font tuer avec des bad-bombes. Des bad-bombes! Ce sont des Kryptoniens. Et il y a encore plein de choses que j'ai pas évoquées, genre les caméos de la fin qui font revenir les acteurs morts sans consulter les ayants droit et en oubliant les petites cornes sur la tête d'Adam West. Et décidément, ils continuent de brosser les trentenaires cinéphiles dans le sens du poil avec ce caméo de Nicolas Cage que du coup, tout le monde a trouvé what the fuck parce que personne dans le grand public n'avait la référence. Et le pire du pire, c'est qu'en l'ayant revu, le film est plutôt divertissant. Je saurais pas expliquer. Il est rythmé, on peut pas lui enlever ça. Et il y a une vanne qui marche. Est-ce que tu bois quelque chose? Oui, je veux bien. T'aurais une bière? Bref, pour un budget de 220 millions de dollars, quand même, The Flash en a rapporté 260. Ça se passe de commentaires. Par conséquent, vous vous en doutez, le prochain film DC Warner est presque sorti dans l'anonymat le plus total.
Toujours en 2023, décidément grande année, sort Blue Beetle réalisé par Angel Manuelo Solo. Ce film était censé sortir directement sur HBO Max, mais vu l'échec de la plateforme, le studio a préféré le sortir en salle. Et je vous avoue que j'aurais préféré avoir Batgirl, parce que Adil et Bilal, putain, mais aussi parce que... vous avez deviné, Blue Beetle est une merde, voilà, c'est ça. Ce film nous raconte l'histoire de Jamie Reyes qui entre en possession du scarabée, tout droit sorti d'un laboratoire appartenant à une grande firme visiblement bien intentionnée, dont l'employé qui lui confie précise de ne surtout pas l'ouvrir. Poussé par sa famille qui est menacée d'expulsion, il ouvre la boîte, fusionne avec le scarabée, se retrouve doté de super pouvoirs, va casser la gueule aux méchants, faire couler la grande firme qui finalement s'est avérée être malveillante, et pouvoir continuer de vivre heureux avec sa famille. Ok, pourquoi c'est nul ? Parce que comme Black Adam, c'est une repompée de films qu'on a déjà vus ailleurs. Et ailleurs, c'est souvent chez Marvel. La famille d'origine étrangère qui est drôle et soudée, ça vient de Miss Marvel. Le cliché de la sœur rigolote qui se veut être un comique de service mais qui est aussi un allié de qualité, on l'a vu dans Shang-Chi. Le héros qui va entrer dans un monde entre la vie et la mort pour avoir une conversation inspirante avec son père, c'est Black Panther. La grande méchante à la tête d'un empire qui va essayer de nuire au héros, Defenders, bon celle-là elle est technique, je vous l'accorde. Et enfin, l'adolescent un peu gauche mais courageux, secrètement amoureux de la belle et qui va se découvrir des pouvoirs avec humour, Spider-Man Homecoming, Taras. Non, non, non et non, rien qu'avec ces éléments, j'ai envie de jeter le film à la poubelle. Oh et puis c'est d'un moche. Vraiment, je sais que tout le monde a fait le comparatif, mais David Jones, il date de 2006 les amis. 2006, on est 18 ans plus tard. Bon, je lui accorde quelques points positifs avec la scène de la transformation qui est sympa, dans un style un peu horrifique, et je sauve aussi cette vanne. Tu devrais peut-être t'asseoir. Ou pas. Mais je m'interroge sur un truc, parce que lors de la promo, il a été annoncé que Blue Beetle faisait partie du nouvel univers de James Gunn, et non pas du DC Extended Universe qu'on connaît depuis 2013. Mais alors ça, je comprends pas. Je peux pas voler, c'est Superman qui vole. On dirait le matos de Batman, mais avec un côté hyperactif, tu trouves pas? Batman, c'est un facho. Vous faites des références à votre ancien univers. Ça n'a aucun sens. Non et puis, ça veut dire quoi en vrai que ce film soit dans le nouvel univers de James Gunn? Que Blue Beetle est l'équivalent de Iron Man 1 ou Man of Steel? Que ce... Jamie Reyes va revenir et devenir un membre fondateur de la Justice League? Mais je suis pas trop sûr d'avoir envie de voir ça, en fait. Et en regardant les avis sur ce film, je me rends compte que le public a plutôt apprécié. Alors que c'est du déjà vu 1000 fois. La scène de la découverte des pouvoirs est cliché au possible. Et c'est même pas du déjà vu intéressant, genre, je sais pas moi, Gran Turismo, qui te raconte une simple success story, mais avec des artifices de mise en scène rendant le tout captivant. Là, y a rien pour te captiver. Quoi, vous en avez quelque chose à foutre de la famille du héros qui a peur de perdre la maison ? Ils le vivent même pas si mal, ils font des vannes tout le temps, on a l'impression qu'ils sont heureux d'être ensemble tout simplement. Et du coup, ça je suis désolé, mais ça m'empêche d'en avoir quelque chose à foutre pour eux. Oh, et la morale sur la famille à la fin, mais flinguez-moi. Il est temps de rendre les Edge Keys aux gens qui les ont fait prospérer. On dirait que la famille Reyes commence à déteindre sur Jenny Cord, non? Ah non, attendez, flinguez-moi plutôt ici. Je détecte un afflux de sang en direction de ton bas-ventre. La ferme. Non, 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 pas toi. Nique ta mère le film, nique ta mère. Pour un budget de 104 millions de $, hors coût marketing, Blue Beetle en a rapporté 129. Et même moi qui ne souhaite pas tout le bonheur à ce studio, j'ai mal pour eux. 25 millions de bénéfices. Autant vous dire que ça bat de l'aile. Il ne reste qu'un film à sortir pour que Warner se débarrasse de tous ses cadavres et puisse construire son nouvel univers. Et ce film, c'est Aquaman et le Royaume perdu. Réalisé par James Wan et toujours sorti en 2023, preuve ultime que le studio se débarrasse de ses projets en cours avant le reboot de James Gunn, ce film est symptomatique de toutes les merdes provoquées par la Warner jusque-là. Tout commence par Amber Heard, interprète de Mera, devenue persona non grata depuis son procès qu'il a opposé à Johnny Depp, son ex-époux. Ex-époux qui est entre autres l'interprète de Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques, une production Warner. Le studio s'est retrouvé entre deux feux alors qu'ils avaient rien demandé. C'est génial.
Alors, on vire Johnny Depp, on le remplace par Matt Mikkelsen comme si de rien n'était, et concernant Amber Heard dans Aquaman, on la remplace par Michael Keaton qui est censé reprendre son rôle de Batman après son apparition dans The Flash. Sauf que le calendrier chez Warner, c'est quelque chose qu'on aime bien modifier, et Aquaman 2 est avancé pour sortir avant The Flash. Problème donc. Qu'à cela ne tienne, la Warner rappelle Batfleck qui accepte de tourner tous ses fameux reshoots en remplacement de Michael Keaton. Mais ça, c'était sans compter sur la stupidité du studio, qui change encore d'avis et décide de sortir Aquaman 2 après The Flash, mais de ne pas y intégrer Bat Keaton. Des flèches. On ressort donc du tiroir les vieux rushs d'Amber Heard pour qu'elle puisse de nouveau avoir son rôle dans le film, mais en limitant son temps d'écran au strict minimum, parce que chez Warner, on n'a pas d'idée, mais on espère quand même que ça m'a... Non, là, même eux, ils y croient plus. Du coup, ça donne quoi cet Aquaman et le Royaume perdu ? Ce film nous raconte le combat entre Aquaman et Black Manta après que ce dernier réchauffe volontairement les océans afin de libérer l'esprit de Kordax. Son objectif est de se faire posséder afin d'obtenir plus de pouvoir. Cela va de soi! Oui, même moi ça commence à me saouler. Avec l'aide de son frère Orm et de Mera, Arthur viendra à bout de Black Manta qui finit par perdre ses pouvoirs et se laisse tomber dans une fissure et qu'on sait pas s'il est mort ou vivant à la fin. Fin. Et ce film est encore une merde, putain! Qu'on se le dise, je n'avais pas énormément d'espoir en allant voir Aquaman 2. Je savais que le film avait été trituré dans tous les sens par le studio et que de toute façon, le DCEU est mort. Mais allez quoi! J'ai adoré le 1. Et James Wan revient en plus, le mec qui a lancé Saw, Insidious, Conjuring, et il a même réussi à faire l'un des seuls bons Fast and Furious. Bah non, non. DC Warner, ils ont beau avoir brûlé la baraque, ils continuent de danser sur les cendres. Déjà, visuellement, ok, c'est pas dégueulasse, mais c'est à des années-lumière du premier volet. On a largement downgrade en termes d'effets visuels. Et bien sûr, ça va avec le montage carrément épileptique par moment, sans oublier les transitions que je trouvais admirables dans le 1, ici elles sont... Je vous laisse admirer. Ce film est une déception absolue, jusqu'au fait qu'on te vend une scène d'exfiltration quand Arthur va libérer son frère avec la combinaison qui le rend invisible et un poulpe pour les endroits où il ne peut pas accéder. Bah la tenue elle sert à rien, jamais. Le poulpe il n'est là que pour faire de l'humour. Et l'infiltration dans la prison pour ensuite s'en évader, bah c'est rien d'autre que du boum boum mal mis en scène qui n'a pas grand intérêt. Et en termes de choses qui n'ont aucun intérêt, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi après l'évasion de prison ils ont besoin des pirates pour localiser Black Manta ? On pouvait pas remonter à la source du réchauffement climatique dès le début ? Il fallait forcément aller voir les pirates chelous pour avoir l'info qu'on a un volcan qui crache une fumée verte visible depuis n'importe quel bateau qui passe à moins de 100 km de l'île ? Sans parler des avions ? Les météorologues ? Non ? Il doit y avoir un bouclier thermique ici pour échapper aux satellites de détection surfaciale. Ok, ça je vous l'accorde. Mais on n'est plus dans les années 90. Les gens filment et postent tout sur les réseaux sociaux. Un volcan géant avec de la fumée verte. Enfin ! Tout cela allant évidemment avec un humour affligeant. Frérot. On souffle. Le combat final est expédié en 1 minute. Le premier film est sans cesse dévalué, et Black Manta en méchant principal est terriblement fade. Le mec ne fait rien à part grogner, et l'acteur semble bien moins investi que dans le précédent volet. Sans oublier qu'il est profondément débile, car il sait que ce mec va finir par le trahir, mais ne le tue pas et se contente de lui mettre des pressions. Wow, t'es Black Manta. Normalement, si tu sais que quelqu'un va te trahir, tu lui coupes la tête. Reste à Aquaman 2 quelques bonnes vannes noyées dans un océan d'humour de merde. Regarde comment je fais, serre-toi bien de tes bras et de tes jambes, lève-les! Comme ça! Ainsi qu'un plan magnifique que j'ai noté comme étant le seul du film. Mais c'est tout. Ce projet est un ratage total, poursuivant la lente descente aux enfers du DC Extended Universe, et c'est pas joli à voir. Pour un budget de 215 millions de dollars, Aquaman et le Royaume perdu en a rapporté 434. C'est moins pire que les précédents films, mais c'est loin d'être un succès. Et ben voilà, on y est. La fin du DCEU. Un bel échec.
10 ans, 16 films, beaucoup de mauvaises décisions, beaucoup de teasing et beaucoup de déceptions. Le DC Extended Universe possède à peine 3 ou 4 succès au box-office et pas beaucoup plus de films ont été salués par la critique. Sur 16. Quelle chute pour le studio Warner qui souhaitait lancer un univers de super-héros capable de concurrencer Marvel. D'ailleurs, ces derniers, on en pense ce qu'on veut, mais ils ont atteint leur apogée. Infinity War et Endgame ont été un événement et tout le monde se ruait dans les salles pour découvrir l'ultime affrontement qu'on leur avait promis des années plus tôt. Bon, je comprends pas trop ce qu'ils essaient de faire en ce moment vu la qualité de leur production, mais au moins ils ont mené leur projet à bout. Et ce, malgré les défauts, malgré les échecs et malgré les critiques. Ils ont tenu le cap pour faire ce qu'ils avaient promis en dépit du reste. En résulte de réels succès au box-office, même certains films de merde ont cartonné, permettant à Disney d'amasser un maximum de pognon au passage. Alors que chez DC Warner, on a eu Aquaman qui a dépassé le milliard et la moitié des gens qui l'ont vu le détestent. Voilà. Mais vous le savez, aujourd'hui, les deux concurrents DC et Marvel sont dans la même situation, à se demander comment ressusciter les héros iconiques qui ont fonctionné jadis pour faire revenir un public qui a déserté les salles et qui semble désintéressé des films de super-héros. Certains me diront que c'est de la faute des studios qui sortent des projets de merde, et je répondrai que oui, on l'a plutôt bien constaté dans cette trilogie de vidéos. Mais d'autres me diront que ce sont les spectateurs qui se sont lassés, car après le diptyque Infinity War et Endgame, il est difficile de provoquer une nouvelle attente, en gros, on n'aura jamais mieux. Et perso, je pense que les deux arguments sont vrais. Qui est allé voir Blue Beetle au cinéma? Qui est allé voir Morbius? Qui s'est tapé cette merde de Secret Invasion? Ce ne sont pas les studios seuls qui font les échecs, sinon toutes ces merdes comme After n'existeraient même pas. Le public a aussi sa part de responsabilité. Je pense qu'à ce jour, quoi que fasse la Warner pour son univers, même si elle sort un banger l'année prochaine, elle fera peut-être un peu d'argent dessus, mais rien d'extraordinaire étant donné que la hype des films de super-héros est passée. Oui, Joker a tapé le milliard, The Batman s'en est bien sorti, mais ça c'était pas dans le projet de base. Je vous rappelle qu'ils ont fait ces films déconnectés du reste, juste parce qu'ils n'ont pas réussi à correctement s'organiser pour les intégrer au DCEU. Mais concernant ces derniers, on est au point mort depuis un bon moment en termes d'attente, de qualité et de box-office. Et je leur en veux à la Warner, je peux pas mentir, car j'étais hypé par ce projet sur la Justice League. Bordel, on l'attendait tous Darkseid, on voulait tous voir Superman devenir méchant. Mais au lieu de ça, on a eu des adolescents qui bandent, des antagonistes qui n'ont aucun charisme et des vannes pour les trentenaires cinéphiles. Bien joué les mecs. Et maintenant, où on va? Ça on le saura dans un an. Si tout va bien, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un drame avec eux. Mais normalement, le Superman de James Gunn arrivera en 2025, on verra à ce moment-là. Nous savons que Green Lantern sera présent dans ce film, qu'une saison 2 pour Peacemaker est en route, que le personnage de Blue Beetle reviendra et que Jason Momoa interprétera Lobo dans un futur projet, mais c'est à peu près tout. Vous connaissez le nom du nouvel univers de James Gunn? Le DC Universe. Ils ont juste retiré un mot. Vraiment bien joué les mecs, lâchez rien. J'irai évidemment voir ce nouveau Superman, mais à titre personnel, les films de super-héros ne m'intéressent presque plus. Je crois que je la ressens, la super-héros fatigue. Déjà parce que je viens d'écrire 19 pages sur des films de merde, mais aussi parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas adoré une proposition de ce genre. Je vous parle de vraiment adorer, comme la première fois que j'ai vu Spider-Man 2, The Dark Knight ou Watchmen. Ça commence à faire un bail. Perso, la dernière fois qu'une annonce de super-héros m'a fait vibrer, c'était la Snyder Cut en 2020 qui est une exception miraculeuse. Et le dernier film de super-héros qu'on est tous allés voir au cinéma, vous vous en souvenez ? C'était Wakanda Forever en 2022. Et c'était globalement une immense déception. Tu m'étonnes. Et ça, c'est ni la faute de DC, ni la faute de Marvel. C'est simplement que je pense que c'est plus ce qu'on a envie de voir au cinéma. C'est comme les westerns, les péplums ou les remakes des années 2000. Une tendance en chasse une autre. Et les films de super-héros ultra populaires, désolé les amis, mais c'est terminé. Calmez-vous. On tourne toujours des westerns aujourd'hui, et certains sont très bons. Idem pour les remakes, Hollywood continue d'en produire. Mais ce n'est simplement plus à la mode. Car aujourd'hui, je pense que la tendance est ailleurs, et qu'elle est dans les adaptations de jeux vidéo. Oui, si on s'y penche un peu, depuis quelques années, les projets semblent fleurir à vitesse grand V. Parce que, dans le désordre, on a récemment eu Sonic, Halo, Arcane, Détective Pikachu, The Last of Us, Super Mario Bros, Gran Turismo,
Uncharted, Fallout, Borderlands et Five Nights at Freddy's. Il est dur ce titre à dire, putain. Pas convaincu? Prochainement arriveront BioShock, Silent Hill 3, Minecraft, Horizon Zero Dawn, God of War, Splinter Cell, Death Stranding, Kingdom Hearts, oui, Ghost of Tsushima, Zelda ou encore A Plague Tale. Moi j'aimerais bien voir un film Call of Duty tourné à la première personne comme Hardcore Henry. Mais visiblement c'est pas encore en projet. Bref, on parlait de quoi? Ah oui, du fait que les gens ne vont plus voir de films de super-héros. Mais en vrai, quitte à continuer ces films, il faudrait que la Warner fasse ses films avec du cœur, avec l'envie de nous bousculer, de nous choquer et de nous émouvoir au lieu de nous faire des longs métrages pour toute la famille. Si les super-héros doivent perdurer dans le temps, Warner, prenez également en compte l'âge de votre public. Les adolescents qui ont vu Man of Steel en 2013 sont adultes aujourd'hui. Tentez de faire des films pour eux, pour nous, au lieu de viser un public toujours plus jeune. Vous voulez sensibiliser la jeunesse à vos produits, j'entends bien. Mais dans ce cas, continuez de faire des Crypto le super chien, là, qu'en vérité j'ai pas vu, mais qui a l'air plutôt coolos pour les gosses. Je veux pas jouer le réac de merde avec toi, Warner. Juste apporter à ton attention ce que je pense être une alternative afin que tu puisses réconcilier le public avec ton futur univers partagé. Sois dark, sois percutante, cherche à sortir les spectateurs de leur zone de confort. J'ai plus de 30 ans aujourd'hui, et non, je ne suis pas forcément passionné par un héros qui fait des vannes pour prépubères avec des enjeux littéralement claqués au sol. J'ai besoin de vibrer, besoin d'avoir peur pour tes personnages, besoin de ressentir toute la menace qu'ils auront à affronter tout en étant impressionnés par leur manière de gérer la situation. Ton public grandit, Warner. Grandis avec lui, et peut-être que là, Warner, tu feras à nouveau de grands films de super-héros. Voilà, c'est tout pour moi, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. J'ai kiffé faire cette trilogie de vidéos, vraiment, j'ai pris un pied monstrueux. Alors on a parlé de 16 films qui pour l'immense majorité sont très médiocres, mais franchement j'ai bien kiffé. Et puis vous, si vous kiffez cette vidéo, bah peut-être que dans 3-4 ans, on parlera du DC Universe de James Gunn. On sait pas. À mon avis, ça va être pas terrible. Enfin bon, les premières images, voilà. Bref, c'est tout trop et beaucoup trop longue. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. À très bientôt. Salut! Bien sûr! Évidemment! Évidemment! Cela va de soi! Cela va de soi! Of course! Tout à fait! Mais c'est évident! Cela coule de source! C'est clair comme de l'eau de roche! Ça coule de source! Haha! Je vois.